Et je vous l'annonçais, c'est bien une thématique intéressante que nous allons évoquer à travers l'œil du coach. H. Rodrigue Alabi est déjà là, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Vous êtes là avec un invité? Exactement, il s'agit bien évidemment du coach Martin Toponwe. Avec lui, nous allons parler d'une thématique intéressante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est avoir raison ou être heureux, un choix qui s'impose. Bonsoir coach. Avoir raison ou être heureux, un choix qui s'impose. Effectivement, c'est donc une thématique. Je voudrais appeler déjà nos téléspectateurs à s'asseoir confortablement, trouver une position qui va vous permettre de mieux recevoir les différentes notions que notre coach nous donnera, Rodrigue Alabi. Oui, parce que parfois on s'échine à convaincre les autres de nos idéaux, de ce que nous croyons bon. Mais véritablement, comment faire pour ne pas frustrer les autres? On va en parler avec, comme je l'ai dit, coach Martin Toponwe. Bonsoir coach. Bonsoir H. Alabi. Alors on dit avoir raison ou être heureux. Oui. Pourquoi mettre en parallélisme avoir raison et être heureux? Ok. Et dans la plupart du temps, vous allez remarquer que dans la société, nous échangeons avec les nôtres, nous partageons nos points de vue. Et partager ces points de vue, c'est arriver à dire ce qu'on pense. Mais dans ce sens, dans ce style d'expression, parfois nous voulons imposer aux autres ce que nous pensons, ce que nous voyons, et on a tendance à leur dire que c'est ma version qui est la meilleure. Conséquence, on tente de leur dire qu'ils sont moins qu'eux, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas aussi percepteurs qu'on le soit. Et conséquence, on crée comme ça de la frustration. Et en créant cette frustration, c'est qu'on n'est pas heureux. Mais lorsque on fait ce genre de choses, c'est qu'on cherche à avoir raison. Chercher à avoir raison, c'est vouloir dire à l'autre, c'est ma version qui est la meilleure, et la tienne, elle n'est pas assez plausible. Maintenant, lorsqu'on permet à l'autre d'être libre dans son expression, de voir comme il le veut, comme il le peut, mais de le convaincre par rapport à sa passion, sa position de voir les choses plus tôt, on finit par créer la joie, on finit par créer le bonheur. La bonne ambiance. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'est pas bien d'avoir raison? Oui, c'est bien d'avoir raison, mais il ne faut pas chercher à avoir raison. Et si on laisse libre cours à ses idées et que c'est convaincant, on n'a pas besoin de mener d'arrache-pied une discussion qui va vouloir imposer sa position. C'est simplement notre manière. C'est bien de défendre sa position. Oui, c'est bien de défendre sa position. Il serait tellement simple d'être clair et précis dans ce qu'on dit et d'amener l'autre à comprendre les contours, les réalités de ce que l'on dit, plutôt que de vouloir le lui imposer. Et laisser l'autre aussi de s'exprimer librement, mais finalement trouver un terrain d'entente. C'est comme observer une plante sur plusieurs saisons. Tu peux voir la plante quand il pleut, avec les feuilles qui sont toutes vertes, avec le sol qui est bien frais, mais quelqu'un qui va en saison sèche, il n'a pas les feuilles, il voit le sol qui est sec, qui dégage de la chaleur. Mais si moi je me contente de dire à l'autre que c'est la saison à laquelle j'ai été observer la plante qui est la meilleure, c'est que je lui dis qu'il n'est pas intelligent. Donc je le convainc que c'est par rapport à la saison que moi j'ai vu ceci. Lui aussi me dit, oui, j'ai été voir dans telle saison. Et ensemble on dit, ah donc il y a différentes saisons suivant lesquelles on doit observer la plante. Et on s'apprend. Et là, on n'a pas usé de la force pour convaincre, mais on a laissé libre cours parce qu'on a été plus précis. Alors, donc, vous demandez donc aux téléspectateurs de ne pas chercher à avoir raison, mais d'être heureux. D'être heureux. Et si, évidemment, on doit travailler à ce que notre position passe, peut-être dans une entreprise, peut-être dans un débat contradictoire, est-ce qu'il faut toujours laisser l'autre avoir raison? Ce n'est pas le laisser avoir raison, mais c'est lui permettre de voir qu'il a aussi raison à travers sa position d'observation. Dire que ce qu'il a dit est vrai lorsqu'on est dans telle position, et ce que vous avez dit aussi est vrai lorsque vous êtes dans telle position. Vous ne lui imposez rien, mais vous faites l'effort d'être clair selon les positions d'observation. Ce n'est pas qu'on lui dit automatiquement qu'il a raison et qu'on laisse, comment on dit, la position de faiblesse nous envahir, la position de
quelqu'un qui méconnaît le sujet par rapport auquel on l'a convié en place, non. Mais on fait clair qu'on n'est pas là pour dire que l'autre a mal vu. On n'est pas là pour dire qu'il n'est pas intelligent. Parce que lui dit, non, c'est ma version qui est meilleure, c'est lui dire qu'il n'est pas intelligent. C'est l'insulter. C'est dénigrer son intelligence. Donc on doit dire, oui, vous avez raison, sur tel plan. Et moi, j'ai vu comme ceci, sur tel plan. Et là, on finit par trouver un terrain d'entente qui ramasse l'essentiel des deux points de vue. Vous avez parlé d'observation des plantes en saison sèche, en saison pluvieuse. Oui. Ça, c'est des figures de style, réellement, concrètement dans la vie. Okay. Quelles sont ces fibres-là? Quels sont ces miroirs dans la vie? Ces saisons, en fait. Oui, ces saisons. Ok. Nous vivons des expériences chaque jour. Mais ces expériences ne sont interprétées qu'à travers les connaissances, les manières de voir qu'on nous a enseignées dès la base. C'est comme on dit à un petit, on ne doit pas siffler dans la nuit. Et il a conçu cela comme une vérité. Le jour où il entend quelqu'un siffler, il dit, ah, toi, tu es maudit. Parce qu'on m'a dit, quand on siffle la nuit, on est maudit. Le jour où il va comprendre une autre version de cela, qu'on peut siffler la nuit pour appeler un esprit. Lorsqu'on en a besoin, il va se dire, ah, donc ça veut dire que lui qui a sifflé, il a raison parce que il a sifflé pour appeler un esprit. C'est juste un exemple, hein. Ce n'est pas que c'est comme ça. C'est pour appeler l'esprit qu'on siffle la nuit. Voilà. Maintenant, ces filtres, c'est-à-dire ces manières de concevoir la vie que nous avons installées, constituent alors les saisons dont je parle entre griffes. Ce sont des façons de concevoir la vie. On dit à quelqu'un, tu ne dois pas jeter l'eau de la vaisselle ici. Il peut dire que c'est vrai, comme il peut dire que c'est faux, selon quoi sa connaissance de ce qu'on entend par la propreté. Puisqu'il a été éduqué dans un certain milieu où peut-être on peut jeter l'eau n'importe où, pour lui ce n'est rien. Tu lui dis, il dit non, que tu n'as pas raison. Mais le jour où il va apprendre que l'eau à côté peut commencer par... Ben, il faut être... sur cette question par exemple, il faut être unanime tout de même. On sait qu'on ne doit pas jeter l'eau à tel endroit. Bon, il faut m'excuser. Je prends quelqu'un qui quitte par exemple un environ d'un village. Et je prends quelqu'un qui a résidé un peu vers nos villes un peu plus entretenues. Il ne peut pas avoir les mêmes conceptions de la propreté. Pour quelqu'un qui est en ville, il va dire, bon, quand je dis en ville, il y a encore ville en ville. Je suppose dans une zone plus entretenue, l'eau, c'est qu'on doit verser dans un puisard qui est creusé, utilisé pour cette fin. Mais pour quelqu'un qui quitte le village, on peut laver les plats, faire la vaisselle et jeter l'eau n'importe où dans la concession. Pour lui, bon, il a vécu dans ça, c'est sa façon de voir la vie. Le jour où tu lui dis non, ne fais pas ça, c'est que tu dénigres son intelligence. Mais il faut lui dire, mais quand tu jettes là, bon, vois un peu comment les mouches commencent à se développer, comment les moustiques se multiplient, voilà un peu comment les animaux viennent s'amuser dedans, tout est sale. Et puis, à petit coup, il va commencer à accepter. Même pas aussitôt, hein, parce que sa conception, les filtres qu'il a installés doivent commencer par être échangés avant qu'il ne conçoive que ce que tu dis est vrai. Ou soit, par une certaine expérience de complication de la vie, il se rend compte que cette façon de voir, cette façon d'agir n'est pas la meilleure et il en change avec le temps. Donc, vous nous dites que pour véritablement convaincre quelqu'un d'une idéologie que vous avez, il faut d'abord l'aider dans ce laps de temps où vous discutez à désinstaller tous ces filtres. Ce n'est pas l'aider à désinstaller, mais il faut lui reconnaître plutôt qu'il a vu vrai par rapport à sa connaissance. Et il est prêt à accepter ce que vous lui dites. Mais à lui dire non, ce que vous avez dit est faux, il riposte, lui dit qu'il n'est pas intelligent. Et il riposte, il veut faire tout pour vous convaincre aussi. Comme ça, quand là, ça devient... Il y a une certaine résistance. Voilà, je t'envoie la balle. Il y a la guerre des égos. La guerre des égos, la guerre des idées. Comme on dit, chacun veut marchander son jeu, moi, son ego. Il veut faire en sorte qu'on reconnaisse que lui aussi, il est. Quelque chose. Qu'il est quelque chose. Ou quelqu'un. Quelqu'un, voilà. C'est ce sens naturel que nous avons. Même un enfant, vous lui arrachez son jouet, il change la mine. Même si il ne devrait pas s'amuser avec, je suppose que c'est un couteau, il voulait user de ça pour s'amuser, mais vous lui arrachez, il ne peut pas être totalement d'accord. Mais il faut apprendre à lui échanger ça. C'est comme on dit enfant, donc vous lui échangez ça. Mais vous lui reconnaissez d'abord qu'il doit s'amuser et que vous lui permettez de s'amuser avec tel élément.
là, il est d'accord. Mais quand vous lui dites non catégoriquement, il s'oppose aussi. Alors, donc, lorsque vous échangez, tout le monde est heureux et c'est l'objectif. C'est l'objectif, voilà. Alors, vous avez abordé ça tout à l'heure. Je voudrais que vous reveniez techniquement sur comment convaincre l'autre de sa position pour qu'il n'y ait pas de fusterie. Pour convaincre l'autre de sa position, c'est d'abord lui reconnaître que sa position est acceptable tel qu'il est pour observer. Maintenant, vous dites, et j'ajoute ceci, ne dites même pas mais. Quand on dit mais, c'est comme si ce qu'il dit a une certaine fausseté. Vous lui dites, oui, je comprends que ce que vous avez vu est vrai, et j'ajoute, si on est dans telle condition, qu'on a tel résultat. Parce que lorsque vous lui reconnaissez d'abord son intelligence, il est prêt à vous écouter. Il a les sens calmes. Mais quand vous lui dites non, ce que tu dis est faux, il dit, mais comment ça? Donc tu dis que moi, mon intelligence n'est pas encore à ce niveau de pouvoir te convaincre. Donc, il veut faire tout possible pour te justifier, pour te rendre convaincant de ce qu'il dit comme vérité. Donc, on lui permet d'abord de voir vrai, comme il est, et on ajoute que on voit comme ceci lorsqu'on est dans telle autre position. C'est un peu... J'ai bien l'impression que on lui présente autrement la vérité. Exactement. On ne lui dit jamais c'est faux. On lui dit oui, c'est vrai. Je pense que si on est comme ceci encore, il y a ceci. Hein? Est-ce que tu vois un peu cela? Et lui aussi, s'il ne le voit pas, tu dis bon, je suppose, et puis vous lui détaillez un tout petit peu sans pour autant lui dire que ce qu'il a dit est faux. Et dans le temps, lui-même peut te dire, ah mais ce que je disais est quand même faux. Hein? Lui-même il revient dessus, puisque vous lui avez permis de comprendre sans pour autant lui dire qu'il est dans l'erreur. Il finit par être lui-même son juge. Il finit par dire, ah donc j'étais en erreur. Donc, ce qu'il a dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous l'avez expliqué maintenant, j'ai vu que j'étais en erreur. Et lui-même, il vient se dévoiler en erreur. Mais si vous lui dites qu'il est en erreur automatiquement, c'est difficile. Certes, ce n'est pas qu'on doit permettre aux gens de végéter dans l'ignorance. Mais on leur permet de rester calme pour que ce qu'on veut leur apprendre puisse passer. Voilà. Et ça aussi, c'est du coaching? C'est du coaching. Parce que dans une entreprise, même dans notre environnement, à la maison avec nos frères, et au boulot avec nos collègues, si les points de vue commencent par être disputés, et surtout les femmes aussi. Voilà. Oui, donc quand les points de vue commencent par être disputés, ça ne passe plus. Mais quand on dit, oui, ce que tu as dit, c'est vrai, et j'ajoute ceci, vous lui dites, ce que tu as dit, c'est vrai, il est calme. Et j'ajoute ceci, il reçoit. Mais quand tu dis non, ce que tu dis là, c'est pas vrai, il dit, mais est-ce que toi tu comprends ce que moi je dis? Quand ça va comme ça, il n'y a plus cette quiétude pour recevoir ce que vous voulez lui dire. Donc, c'est accepter l'autre d'abord et finalement le changer tout doucement. C'est comme je laisse le micro là devant moi comme ça et je dis non, tu ne peux pas être comme ça, tu ne peux pas être comme ça. Ça ne peut pas changer. Mais si je le prends comme ça d'abord, je l'accepte tel qu'il est et je peux en agir pour avoir autre résultat. Voilà un peu. Une dernière question. Vous voyez, c'est comme deux personnes qui sont de part et d'autre d'un œuf. D'un œuf, exactement. L'autre lit un 6 et l'autre lit un œuf. Voilà. Donc, il fallait tout simplement qu'ils changent des positions. Donc, est-ce qu'il faut que celui qui est convaincu d'une idée, pour convaincre l'autre, aille au niveau de sa position, c'est-à-dire revienne peu à son niveau pour pouvoir l'aider à comprendre? Oui. Et je peux dire d'abord, nous ne voyons que ce que nous sommes prêts à voir. Je peux circuler dans cette salle, dans ce studio ici, et ne jamais voir peut-être un élément qui est à côté. Mais c'est le jour où je suis prêt à le voir que je vais le voir. Ça veut dire que c'est ce jour-là que j'ai intégré cet état d'être prêt à ce qui est là. Donc, il ne faut pas forcément dire à l'autre de changer sa position. Il faut lui permettre que le temps l'enseigne. L'enseignant le plus doué et le plus docile, c'est le temps. Parce que si nous allons contre le temps, c'est qu'on le force à venir plus tôt qu'il le faut. Or, il faut qu'il traverse. Donc, c'est comme lui faire escalader ce qu'il ne peut pas faire. Donc, il faut lui permettre qu'il vienne. C'est pourquoi, à un moment donné, il est mieux de dire, le temps nous apprendra. Simplement. Le temps. Par exemple, on est dans une entreprise, on doit prendre une décision par rapport à une situation urgente. Oui. Est-ce qu'il faut attendre le temps? Est-ce qu'il faut... parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences, c'est vrai. Et c'est là, il y a
une équipe qui décide, même si les autres ne sont pas encore prêts. L'équipe décide et dit, bon, allons-y, et ensemble, on va en apprendre. Sans pour autant rejeter ce que les autres disent. On dit oui, ce que vous avez dit est vrai, mais allons-y. On ne peut pas pour autant arrêter le processus ou bien arrêter le fonctionnement de l'entreprise parce que vous n'êtes pas d'accord sur tel plan. Mais commençons d'abord et à petit coup, on apprendra du reste. Et là, cette équipe dirige les autres qui ne sont pas encore prêts pour cette version de la chose. Donc, on leur permet de rester, comme on dit, un peu off, pas en on. Ils sont en off pour voir, ils apprennent, et puis ils peuvent passer en on, en activité, comme il le faut, lorsqu'ils vont cerner les contours de ce qu'on leur faisait comprendre. Mais il y a un risque. Le coach devient un manager, il donne encore maintenant des cours de management. Mais il y a quand même un risque. Le risque, c'est que on peut vous chasser de l'entreprise parce que vous êtes là à comprendre, vous êtes là à pouvoir suivre les pas. Oui, c'est vrai. Il peut arriver qu'on dise, bon, l'entreprise veut avoir des résultats les plus prompts. Et puis, il faut ceux qui sont prompts comme ça. Là, il faut qu'on soit en mesure de s'adapter et de voir, même si on n'est pas encore prêt, que ce que l'autre dit a un sens de vérité. Et en exercice, on apprendra. Parce que dire non peut me faire passer au dehors de l'entreprise. Mais je dois accepter et dire, bon, j'en apprends. Puis, à petit coup, je mouille le maillot pour apprendre vraiment. Ce n'est pas que je reste là comme un spectateur, un observateur, mais je me mets vraiment en activité et j'apprends de ce que ces derniers décident comme résultat. Très bien. Donc, dans une discussion, il faut choisir être heureux. Il faut choisir être heureux. Que d'avoir raison. Que d'avoir raison. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, il faut choisir être heureux. Une dernière question. Être heureux, c'est laisser libre à l'autre d'exprimer sa position d'observation. Une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir les deux? C'est possible d'avoir les deux. Et on a les deux lorsque on laisse le temps permettre à celui qui n'est pas d'accord avec notre point de vue d'apprendre. Mais quand sur place, vous voulez qu'il apprenne cela, ça devient, comme on dit, tu m'envoies là-bas, je te renvoie cela. Et ça ne passe plus. Personne n'apprend en réalité. Mais quand on permet que le temps soit l'enseignant le plus favorable, ça passe. Certes, j'ajoute comme en entreprise, mais même dans une certaine décision à prendre dans un foyer, ou bien même entre amis, il y a l'urgence. Donc, on oblige l'autre à prendre le pli, même s'il n'est pas encore prêt. Donc, on joue avec, c'est le terrain. Et voilà qui est bien dit. Vous avez insisté plusieurs fois sur le temps. Oui. On va y revenir peut-être dans un autre numéro de l'œil du coach. Ce serait un grand plaisir. Coach Martin, merci. Merci bien.